Le Soleil. La force la plus puissante de notre système solaire. Un astre 1 million de fois plus vaste que notre planète. Il génère la chaleur et la lumière qui nous permettent de vivre. Sans lui, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Mais notre Soleil est également volatile et violent. Avec le temps, il devient de plus en plus menaçant, car il se réchauffe et son éclat s'intensifie, à tel point qu'un jour, sa chaleur fera s'évaporer nos océans et fera fondre la surface de notre planète, rendant la vie sur Terre impossible. Le lever du soleil, une merveille au quotidien qui nous procure la chaleur et la lumière dont nous avons besoin pour vivre. Dans nos esprits, notre astre est et sera toujours là pour notre bien-être. À l'exception d'un coup de soleil occasionnel, il ne représente aucune menace. Pourtant, la vérité est tout autre. Car le Soleil peut anéantir nos technologies les plus avancées, générer d'incroyables explosions nucléaires et mettre nos vies en péril. Dans le futur, son énergie bienfaitrice va devenir notre pire cauchemar et menacer la survie de l'espèce humaine au point de l'obliger à quitter la surface de la Terre. L'astronome Don Brownlee nous explique ce qu'il adviendra du Soleil. Le cycle de vie du Soleil est très long, mais il n'est pas éternel. Toutes les étoiles ont une durée de vie limitée, au même titre que nous. Notre existence à la surface de la planète est inextricablement liée au cycle de vie du Soleil. Mais que savons-nous au juste de notre étoile? Quand est-elle née et quand mourra-t-elle? Car les cycles qu'étudient les scientifiques s'étirent sur des milliards d'années. Les gardes forestiers ne vivent pas des millénaires pour observer la croissance des séquoias. Pourtant, nous savons que les arbres proviennent de semis qui grandissent, croissent, puis finissent par mourir. De la même manière, lorsqu'on observe le ciel, on distingue des millions d'étoiles qui sont à différents stades de leur évolution. Le Soleil est une étoile, comme toutes celles qui scintillent dans la nuit. L'observation de ces astres nous révèle des détails fascinants sur la vie de notre propre Soleil. Voici une pouponnière stellaire, à proximité de la ceinture d'Orion. Là, en ce moment même, de jeunes étoiles sont en train de naître, comme ce fut le cas de notre Soleil il y a plusieurs milliards d'années. Ce cadran solaire représente la durée de vie de notre astre. Issu d'un passé lointain, sa vie débute à l'aube, à 6 heures du matin, et se poursuit jusqu'au crépuscule, à 18 heures, au moment de sa mort. Il est exactement 6 heures du matin. Le Soleil vient au monde. Il se forme au sein de ce que les scientifiques appellent un nuage moléculaire, ces nébuleuses stellaires composées de poussière et de débris gazeux provenant des explosions de centaines d'étoiles. Les nuages moléculaires sont essentiellement constitués d'hydrogène, l'élément le plus commun dans l'univers. Les atomes s'agglutinent sous l'effet de la gravité. Au terme d'un processus qui s'étend sur plusieurs millions d'années, le nuage s'effondre sur lui-même, tandis que la matière s'accumule en son centre. C'est un peu comme un jongleur. Plus il effectue de larges cercles avec ses flambeaux, plus la rotation est lente. S'il réduit l'amplitude en rapprochant les torches de ses mains, la rotation s'accélère. C'est exactement le même phénomène qui se produit au sein d'un nuage moléculaire. Les particules tournent plus vite au centre. Au fur et à mesure qu'elles s'agglutinent, elles se compriment et engendrent des frottements qui génèrent de la chaleur.
Quand je remplis ce ballon d'air comprimé, je sens la chaleur croître sous l'effet de la densité. C'est exactement ce qui s'est produit avec l'hydrogène lors de la formation du Soleil. Les frottements ont généré la chaleur incandescente qui réchauffe notre planète depuis des milliards d'années. La température des nuages atteint des millions de degrés. La chaleur est alors si intense que le bombardement des atomes d'hydrogène libère une formidable énergie. Les explosions exercent une force qui s'oppose à celle de la gravité. Tout au long de sa vie, le Soleil sera soumis au conflit qui oppose ces deux forces. Mais pour l'heure, l'équilibre règne. C'est la naissance du Soleil. Au cours de sa formation, notre étoile a comprimé 99% de la masse de son nuage moléculaire d'origine. Le reliquat va donner naissance à la Terre et aux autres planètes du système solaire. Les scientifiques s'accordent pour valider cette version de la naissance du Soleil, mais ce n'est là qu'une théorie. Le Soleil se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre, une distance qui ne permet pas de glaner des indices matériels, du moins jusqu'à présent. Le vaisseau spatial Genesis vient de décoller pour sa mission destinée à capturer un morceau du Soleil. La NASA lance Genesis, son projet le plus ambitieux à destination du Soleil. La mission consiste à rapporter un morceau de notre étoile, un projet du centre spatial de Houston auquel Eileen Stansberry collabore depuis 10 ans. La composition chimique de notre étoile correspond à une empreinte digitale de la nébuleuse solaire primitive. Il est très excitant de pouvoir apporter un fragment de notre Soleil sur Terre pour l'analyser. Les niveaux sont bons, nous passons en vitesse supersonique. Mais comment capture-t-on un morceau de Soleil? La température du halo externe, que l'on appelle la couronne, avoisine 1 700 000 degrés. Aucune sonde n'est capable de résister à une telle chaleur. L'astuce consiste donc à voler des fragments de vent solaire. Un courant de particules éjecté par le Soleil à plus de 800 km/s. Mais la Terre est protégée de ce vent solaire par la magnétosphère, un champ magnétique invisible. C'est la raison pour laquelle nous n'avons encore jamais pu prélever des échantillons. Afin de contourner le problème, la sonde Genesis va donc devoir parcourir plus d'1 500 000 km à travers l'espace. De fines tranches d'or, de saphir, de silicone et d'aluminium, parmi les matériaux les plus purs que l'on trouve sur Terre, vont être exposés au vent solaire. Le principe est simple. Les scientifiques espèrent que les particules de vent solaire qui heurteront les cibles s'incrusteront profondément dans les couches de molécules d'or et de matériaux prévus à cet effet. C'est de cette manière que les échantillons de vent solaire s'encastreront dans les espaces entre les molécules de matériaux purs. La dernière phase de cette mission consiste à récupérer la capsule en plein vol au moment de son retour sur Terre. Une opération audacieuse qui a été confiée à un pilote cascadeur d'Hollywood. Cliff Fleming vient d'achever le tournage de Mission Impossible 3. Son travail consiste à effectuer un vol stationnaire à 3000 mètres d'altitude en attendant d'apercevoir le parachute de la capsule dans le ciel. Cette perche de 7 mètres de long a été fixée à l'hélicoptère. Puis le pilote effectuera un piqué pour se placer à 3 mètres au-dessus de l'aile afin de récupérer la charge utile de 190 kg en plein vol pour la déposer au sol. Au terme de 5 ans d'entraînement, Cliff Fleming a un taux de réussite de 100%. Ces 11 tentatives ont été couronnées de succès, mais il ne s'agissait que de répétitions. À Hollywood, quand on travaille sur un film, on sait qu'il y a plusieurs prises. Mais là, on n'a qu'une seule chance. La mission Genesis a coûté plus de 160 millions d'euros. Il s'agit donc de ne pas rater la vraie capsule. « 8 septembre 2004.
3 ans après son lancement et après une collecte d'atomes solaires qui aura duré 884 jours, la capsule Genesis entame son voyage de retour vers la Terre. Le projet atteint son point culminant. La précieuse cargaison doit impérativement arriver à bon port afin de fournir aux scientifiques les échantillons solaires les plus purs jamais prélevés. Nous étions tendus. Nous sentions l'adrénaline. J'avais travaillé 10 ans sur cette mission. La capsule entre dans l'atmosphère terrestre et, comme prévu, se dirige vers le désert de l'Utah où Cliff Fleming s'apprête à l'intercepter. J'avais l'impression d'être un arrière de rugby prêt à réceptionner la chandelle de l'adversaire. Le minutage était parfait. À l'heure prévue, la capsule apparaît sur les écrans de la salle de contrôle. Mais il y a un problème. La capsule n'était pas censée tournoyer. On savait que quelque chose ne fonctionnait pas. Le parachute est censé ralentir la capsule, mais l'aile ne s'est pas déployée. La capsule tournoie et Cliff Fleming n'a aucun moyen d'intervenir. Elle percute le sol à plus de 300 km/h. À l'impact, elle se fend et les précieuses cibles se brisent en 1000 morceaux. Pour les membres de l'équipe Genesis, c'est un désastre en puissance. Nous étions choqués. Personne ne parlait. L'équipage était muet. Nous étions déçus. Les scientifiques de la NASA doivent relever un formidable défi. Sauver autant d'échantillons que possible. Il est crucial de récupérer les précieux spécimens solaires prisonniers des cibles d'or et de saphir. Le problème majeur consiste à extraire la poussière et la pollution particulière liées à l'impact. Mais tous espèrent que les particules de vent solaire sont toujours profondément incrustées dans les cibles. Les scientifiques doivent également s'efforcer de ne pas aggraver la contamination des échantillons. En mesurant l'importance des couches de pollution particulière liées à l'impact, ils espèrent pouvoir extraire les spécimens de pur vent solaire. Ces échantillons sont constitués d'atomes et d'ions, des atomes dépouillés de plusieurs électrons. Ce sont des particules minuscules qui, une fois rassemblées, pèsent à peine le poids de quelques grains de sel. Elles sont si petites qu'on ne les distingue pas. Mais nous avons collecté des milliards d'atomes et d'ions à analyser. Le Soleil est essentiellement constitué d'hydrogène, mais au sein des milliards d'atomes récupérés, les scientifiques espèrent trouver du silicium, de l'oxygène, du carbone, de l'azote, du magnésium et du fer. Tous les éléments sont constitués d'un mélange d'atomes que l'on appelle isotope. Les scientifiques savent déjà que certains éléments se sont mélangés différemment dans notre système solaire. Le Soleil est le seul à détenir la composition originale du nuage moléculaire dont sont issus tous les autres mélanges. C'est une opportunité formidable de remonter dans le temps jusqu'aux origines de notre système solaire, afin de mieux comprendre d'où nous venons. L'équipe a déjà réussi à extraire les premiers atomes, mais il faudra du temps avant qu'elle ne puisse apporter des réponses à toutes les questions. Cependant, nous savons déjà que la planète Terre est idéalement située pour profiter de la chaleur et de la lumière du Soleil, indispensables à la vie. Nous sommes dans la zone tempérée du système solaire, ou comme le décrivent certains scientifiques, au pays de boucles d'or. Il ne fait ni trop chaud comme sur Mercure ou Vénus, ni trop froid comme sur Mars. Les conditions sont idéales pour que la vie se développe. Il est 10 heures du matin à notre cadran solaire. Le Soleil est né il y a 4 milliards d'années. Les animaux font tout juste leur apparition. 35 minutes plus tard, les humains foulent le sol terrestre. Nos corps sont issus du carbone, un élément venu des étoiles. Désormais, notre survie dépend du Soleil. Son énergie alimente les arbres et les plantes essentielles à la chaîne alimentaire dont nous dépendons tous. Et en évaporant l'eau des océans pour former les nuages, notre astre engendre la pluie, qui alimente nos récoltes et nous pourvoit en eau potable.
Toute cette énergie est créée à 150 millions de kilomètres de la Terre, au sein du cœur nucléaire du Soleil. Chauffés à plus de 15 millions de degrés, 4 noyaux d'hydrogène fusionnent pour donner un noyau d'hélium. Mais comme l'hélium est plus léger que les 4 noyaux d'hydrogène, c'est cette masse manquante qui est convertie en énergie rayonnante dans la célèbre équation d'Einstein, E égale mc2. L'énergie se dégage sous la forme de petites particules de lumière, les photons. Chaque rayon solaire en est chargé. Chaque seconde, près de 600 millions de tonnes d'hydrogène sont converties en hélium. L'équivalent de la production énergétique de 6 milliards de centrales nucléaires sur une période d'1 an. Mais comment cette énergie nous parvient-elle ? David Bodanis est un expert en la matière. Il nous décrit le formidable parcours du combattant qu'accomplissent les photons pour restituer cette énergie à la Terre. Ces photons, qui contribuent notamment à haler notre peau, ont été créés il y a plus d'1 million d'années. Certains ont entamé leur voyage lorsque les dinosaures peuplaient encore la Terre. Ils accomplissent une formidable course d'obstacles à partir du cœur du Soleil. C'est là que photons et électrons s'entrechoquent à la vitesse de la lumière. Au cours de ce processus, les photons transmettent leur énergie ou leur force à la manière de ces billes de plomb. Ils emmagasinent une force extraordinaire. Comme on l'observe avec des billes de plomb suspendues par un fil, l'énergie qui se dégage lors du choc est transmise et restituée d'une bille à l'autre. La prochaine étape attend les survivants dans la zone radiative. Les particules d'hydrogène ionisé, que l'on appelle le plasma, bombardent les photons. À la manière d'une boule de flipper, les photons sont soumis à une agitation chaotique qui se poursuit au cours d'1 million d'années. Les photons du Soleil sont ballottés comme ces boules de flipper. Ils passent 1 million d'années dans la zone radiative où ils s'entrechoquent en permanence et sont projetés dans tous les sens. Certains photons sont emprisonnés depuis la naissance du Soleil et ne sont pas encore parvenus à s'en extraire. Seuls les plus chanceux parviennent à s'échapper de ce chaos pour accéder à la zone convective où l'activité se ralentit. En moins de 3 mois, ils sont absorbés par des courants bouillonnants de gaz surchauffés et transportés jusqu'à la photosphère, à la surface du Soleil. Les atomes ionisés sont désormais prêts pour l'épreuve de sprint. Leur température diminue et ils dégagent à nouveau leur énergie sous forme de photons. Ces derniers se propagent à travers l'espace à la vitesse de la lumière et parcourent les 150 millions de kilomètres qui les séparent de la Terre en 8 minutes. Les photons fournissent la chaleur et la lumière depuis que le Soleil a commencé à briller. Dès 10 heures du matin, les conditions qu'ils ont aidé à créer ont engendré la vie animale sur notre planète. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous sur notre cadran solaire? Quel est l'âge du Soleil? Les scientifiques sont capables de l'évaluer grâce à un phénomène remarquable, le champ solaire. Il ne s'agit pas d'une mélodie à proprement parler, mais les scientifiques ont constaté que les importantes variations de pression au cœur du Soleil engendrent des vibrations qui résonnent jusqu'à la surface, comme des ondes ou des secousses sismiques sur Terre. Voici le son du champ solaire. Afin de nous permettre d'entendre la voix de notre étoile, les scientifiques accélèrent 42 000 fois la fréquence des ondes oscillatoires du Soleil et condensent 40 jours de vibration en quelques secondes. Les travaux destinés à calculer l'âge de notre étoile à partir des ondes qu'elle émet ont été conduits à l'observatoire de Big Bear, en Californie, par l'astrophysicien Phil Good. Nous savons que la pression et la température du Soleil varient de plus en plus au fil du temps. Phil Good et son équipe ont découvert que ces variations entraînent une modification de la signature sonore de notre étoile.
C'est un peu comme avec un tambour. Si je plaque mes doigts pour augmenter la pression, j'obtiens une fréquence un ton plus élevée. Si je retire ma main, le ton est plus grave. Avec l'âge, la peau du tambour se détend. Ainsi, au fil du temps, les variations de pression et de température du Soleil engendrent des sons différents. Mais à la différence du tambour, la pression de notre étoile s'accroît au fur et à mesure qu'elle vieillit et sa signature sonore devient plus aiguë. Les scientifiques ont déterminé les tons du champ solaire aux différents stades de son existence. En intégrant le son qu'il émet aujourd'hui à leurs calculs, ils ont pu évaluer son âge. Nous avons pu déterminer que le Soleil avait 4,6 milliards d'années. C'est un résultat surprenant. Le Soleil serait donc bien plus âgé qu'il ne l'imaginait. Sur notre cadran solaire, où 6 heures du matin correspond à la naissance du Soleil et 18 heures à sa mort, il est désormais 10h36. Les humains sont apparus il y a moins d'une seconde et tirent déjà tous les bénéfices de son rayonnement. Mais il n'en sera pas toujours ainsi. La chaleur du Soleil va lentement s'accroître jusqu'à menacer notre existence. Aujourd'hui déjà, il représente un danger que nous commençons tout juste à comprendre. Grâce aux récentes techniques d'imagerie optique qui permettent d'observer l'activité à la surface du Soleil, les scientifiques enregistrent des données sur les taches solaires, ces éruptions de matière et les tempêtes qu'elles génèrent dans l'espace. Le Soleil donne parfois le sentiment d'être vivant, car ses colères sont visibles. 10 mars 1989. Le Soleil éjecte un nuage géant de particules électriques. 3 jours plus tard, la tempête solaire s'abat sur Terre. Au Québec, 6 millions de personnes sont sur le point de subir les effets de la colère de notre étoile. La chaleur et la lumière de notre Soleil entretiennent la vie sur Terre. Mais il arrive que l'activité de notre astre dérègle notre style de vie moderne. Nous sommes de plus en plus dépendants de la technologie. Nos villes sont alimentées par de gigantesques réseaux électriques et nos communications reposent sur des satellites sophistiqués. Mais lorsque le Soleil se fâche, il déclenche des éruptions de milliards de tonnes de particules chargées de haute énergie qui se répandent à travers le système solaire. Nous avons appris à prendre en compte le potentiel dévastateur de ces tempêtes solaires. C'est ce qui rend le travail des météorologues si important. Au centre de l'environnement spatial de la NOAA, dans le Colorado, les météorologues s'efforcent de prédire les violentes sautes d'humeur du Soleil. En 1989, le centre a enregistré l'un des plus importants orages solaires de son histoire. Ces orages nous ont révélé à quel point les humeurs du Soleil pouvaient être violentes. 10 mars 1989. Un télescope de l'État du Nouveau-Mexique saisit cette éruption solaire. Elle déclenche un orage électrique qui se dirige vers la Terre à plus d'1 600 000 km/h. 3 jours plus tard, une gigantesque tempête électromagnétique s'abat sur l'hémisphère nord. À 2h44 du matin, le Québec est frappé de plein fouet. Un courant électrique de plus d'1 million d'ampères submerge le réseau local. En quelques secondes, les centrales de la province s'interrompent les unes après les autres. 6 millions de personnes sont privées d'électricité. Le blackout dure 9 heures. Les dégâts s'élèvent à plusieurs centaines de millions d'euros. Ce soir-là, l'orage provoque une lueur rosâtre inhabituelle dans le ciel québécois. Désormais, l'équipe de Boulder, dans le Colorado, veille au grain. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à l'aide d'images réactualisées relayées par les satellites, les scientifiques guettent le moindre changement brutal dans le comportement du Soleil susceptible de provoquer une interruption de l'importance de celle de Québec. Les taches solaires que nous observons sont ces zones effrayantes dont la taille avoisine 14 fois celle de la Terre. Nous surveillons également les protubérances, ces saillies qui s'échappent du Soleil. Ces deux phénomènes peuvent engendrer des tempêtes solaires. Mais comment ?
Les scientifiques sont convaincus que l'humeur du Soleil est déterminée par la complexité de ses champs magnétiques. Les courants de plasma engendrent sans cesse de nouveaux champs électromagnétiques qui circulent à différentes vitesses autour du Soleil. La rotation de l'étoile entortille les lignes de champ, poussant certaines d'entre elles à émerger à la surface sous la forme de taches sombres et de protubérances. Les courants de plasma et les lignes de champ continuent à se développer comme sous cette tache solaire. À force d'être étirées, les lignes de champ finissent par claquer comme un élastique et libèrent des milliards de tonnes de gaz. Lorsqu'ils voient apparaître des protubérances ou des taches solaires, les météorologues guettent la moindre explosion à la surface du Soleil. Les taches sont parfois suivies d'éruptions d'une puissance équivalente à celle de millions de bombes nucléaires et libèrent des particules électriques radioactives dans l'espace. Les protubérances enflent au point de ressembler à des éruptions avant d'exploser à leur tour. Les éruptions et les protubérances sont parfois suivies de jaillissements encore plus puissants, un phénomène que les scientifiques appellent une éjection de matière coronale. Lorsqu'elles surviennent, le Soleil libère des milliards de tonnes de gaz magnétisé. Ces phénomènes dégagent des particules chargées d'énergie qui envoient des champs électromagnétiques jusqu'à la Terre, susceptibles de perturber les équipements conducteurs comme les lignes électriques. Au Californian Institute of Technology, à Los Angeles, les scientifiques cherchent à comprendre le phénomène des explosions solaires. Le physicien Paul Bellan nous fait part de ses propres conclusions. Il introduit les éléments constitutifs du Soleil dans une chambre à dépression, crée un champ magnétique, ajoute du plasma d'hydrogène, puis fait passer de forts courants électriques le long du champ. Nos protubérances de laboratoire ont une dimension humaine d'environ cette taille. Celles du Soleil atteignent généralement 100 000 km et sont très nombreuses. Les protubérances solaires peuvent croître durant des semaines avant d'exploser brusquement. Dans le laboratoire, le processus ne dure que quelques microsecondes. Mais grâce à une caméra à haute vitesse et en colorisant les images afin de distinguer un maximum de détails, l'équipe de Paul Bellan peut observer les effets au ralenti. Au fur et à mesure que les forces magnétiques s'intensifient, les champs s'arc-boutent et s'entortillent. Les forces en présence ressemblent fort à celles que l'on observe entre deux aimants qui s'attirent ou se repoussent. Vous voyez, je n'arrive pas à les joindre. Sur le Soleil, certaines de ces forces sont attractives et engendrent des protubérances qui fusionnent. La force qui les pousse à exploser est de nature répulsive. En moyenne, le vent solaire charrie environ 1 million de tonnes de particules gazeuses électriques par seconde. Mais lorsqu'il est question d'explosion, les éjections de matière coronale sont bien plus dangereuses. Le champ magnétique de la Terre, la magnétosphère, qui nous protège du vent solaire, est alors saturé. Généralement, elle détourne les particules vers les pôles, son point le plus vulnérable, où elles réagissent au contact de l'oxygène et de l'azote présents dans l'atmosphère pour donner de magnifiques traînées multicolores. Un phénomène connu sous le nom d'aurore boréale ou australe. Mais lorsque d'étranges lueurs apparaissent dans le ciel loin des pôles comme au Québec, elles signifient que de violents orages solaires sont en train de percer la magnétosphère. Boulder, Colorado, 6 septembre 2005. Larry Coombs et ses collègues surveillent une violente tempête solaire de forte intensité. Au moment où nous parlons, une violente éruption solaire est en train de se produire. On distingue bien l'énergie qui est expulsée à plusieurs millions de kilomètres/heure. Le Soleil est d'humeur violente et enchaîne les éruptions. Les lueurs boréales envahissent le ciel américain. Cette fois, ce ne sont pas les installations électriques qui sont touchées, mais le réseau de communication.
Les radios et les communications haute fréquence de nos avions sont perturbées, ainsi que les liaisons téléphoniques par satellite. Si on jette un coup d'œil à la carte d'aujourd'hui, on constate que cette activité affecte aussi bien le Pacifique que l'Atlantique. Les communications sont donc hors service dans les deux sens. Tout le monde veut une actualisation des données. La cote d'alerte est élevée, notamment pour les compagnies aériennes qui empruntent les routes à proximité des pôles où la radio haute fréquence est le seul moyen de communication. Lors des tempêtes solaires, les communications haute fréquence peuvent être interrompues. Les pilotes sont alors coupés de toute visibilité et la vie des passagers sérieusement menacée. Mais si les compagnies aériennes sont prévenues à temps, elles déroutent leurs appareils ou annulent simplement les vols. Mais les avions ne sont pas les seuls à redouter les coupures radio. D'autres systèmes de communication peuvent également tomber en panne. Dans l'espace, les satellites ont été endommagés, entraînant des pertes de signaux. Imaginez que la télévision s'arrête, que les téléphones mobiles ne fonctionnent plus. Mais ces orages électriques ne se contentent pas de provoquer des pannes de courant et des coupures radio. Ils peuvent accroître les risques de radiation. Les radiations sont potentiellement dangereuses pour les passagers des avions. Mais elles constituent un risque bien plus important pour les astronautes dans l'espace. Fin octobre 2003. 3 gigantesques taches apparaissent à la surface du Soleil. L'une d'entre elles a la taille de Jupiter. Une gigantesque éruption solaire se dirige droit vers la Terre. Les astronautes de la Station spatiale internationale se retrouvent sur la route des radiations mortelles émises par le Soleil. Les scientifiques savent désormais que le Soleil est né il y a environ 4,5 milliards d'années. Une époque qui correspond à l'aube sur notre cadran solaire. Il est désormais 10h36. Les scientifiques viennent de découvrir l'existence des radiations solaires. Il s'agit d'une lumière constituée de rayons ultraviolets. Une exposition prolongée peut entraîner des brûlures ou le cancer de la peau. Mais la couche d'ozone nous protège en barrant la route aux radiations ultraviolettes les plus nocives. Les écrans solaires se chargent du reste. Mais il existe un endroit où il est beaucoup plus difficile de se protéger contre les radiations du Soleil. L'espace. Les vols spatiaux ont toujours été dangereux, mais lorsque les premiers astronautes se sont aventurés hors de l'atmosphère terrestre, ils ignoraient totalement l'existence de tempêtes solaires et des radiations qu'elles engendraient. Le 7 août 1972, l'observatoire de Big Bear en Californie détecte cette éruption solaire, ignorant le danger qu'elle représente. Nous savons qu'elle a engendré l'une des tempêtes solaires les plus importantes jamais relevées. L'événement a fait date dans les locaux de la NASA car il est survenu dans l'intervalle entre les missions lunaires Apollo 16 en avril 1972 et Apollo 17, 8 mois plus tard. Si le phénomène s'était produit au cours de l'un de ces deux vols, les radiations auraient été fatales aux astronautes. Les scientifiques savent que de fortes tempêtes solaires sont aussi dangereuses pour les astronautes que les radiations gamma engendrées par les explosions nucléaires. Les éruptions expulsent des particules à haute énergie appelées protons. Ces particules sont capables de traverser le corps humain, d'endommager les chromosomes, voire de provoquer le cancer. Une exposition prolongée peut être fatale. Désormais, 30 ans après les missions Apollo, la NASA s'en remet aux prévisions de la météorologie spatiale afin de protéger les astronautes contre ce type de danger. Comme la plupart d'entre nous, l'astronaute Michael Fall n'avait aucune idée que le Soleil était à ce point volatile. Je croyais connaître le système solaire et son environnement. Mais quand on m'a parlé de météo spatiale, je me suis vraiment demandé de quoi il s'agissait.
Fin octobre 2003. À bord de la Station spatiale internationale, Michael Fall va découvrir à quel point la météo de l'espace peut s'avérer dangereuse. Le Soleil connaît alors une série d'éjections de masse coronale, répertoriées sous le nom de tempête d'Halloween. 28 octobre, Boulder, Colorado. Les scientifiques du centre spatial observent la seconde éruption la plus puissante jamais enregistrée s'échapper du centre du Soleil. Le problème était lié à son emplacement. Elle était située dans ce qu'on appellerait la zone mortelle, d'où l'énergie dégagée se dirige droit vers la Terre. Michael Fall et la Station spatiale internationale sont en pleine ligne de mire. Larry Coombs doit alerter la NASA. Nous étions en contact permanent avec la NASA. La NASA informe immédiatement Michael Fall du danger. Le centre de contrôle lui demande de se rendre dans la cabine d'équipage, l'endroit le plus protégé de la station, qui est garni d'un revêtement de polyéthylène. Elle est conçue pour résister aux radiations, bien qu'aucun élément de la station ne soit totalement sûr. Vous êtes en mode de survie. Votre objectif est de réduire les effets mortels immédiats. En l'espace de 2 jours, Michael Fall reçoit l'équivalent d'1 semaine de radiation. Mais les circonstances auraient pu être plus dramatiques. S'il avait été à l'extérieur de la station spatiale au moment de la tempête, les radiations auraient provoqué entre autres des nausées et des dommages cellulaires en l'espace de 10 minutes. Mais il y a un phénomène solaire dont on ignore l'origine et contre lequel il n'existe aucune protection. Il s'agit des super-éruptions. Les super-éruptions sont jusqu'à 10 millions de fois plus énergétiques que les éruptions les plus puissantes. Elles peuvent durer 1 semaine et entraînent un accroissement de l'intensité lumineuse d'une étoile d'1 facteur 1000. L'observatoire de Breck à Bâton Rouge en Louisiane. L'astrophysicien Brad Schaeffer traque les éclairs de lumière dans le ciel. Il a découvert les traces de super-éruptions sur 9 étoiles différentes, dont 2 ont à peu près la même taille que notre Soleil. Ce soir, il observe Omicron Aquilae, une étoile dont la masse n'est supérieure à la nôtre que de 7%. Pendant 4 jours, la magnitude de cette étoile s'est accrue de 10%. La force de cette éruption a été 1 million de fois plus importante que la plus puissante éjection de masse jamais constatée sur notre Soleil. Qu'adviendrait-il de la vie sur Terre si notre Soleil connaissait un épisode de cette ampleur? Selon Schaeffer, la violence du phénomène carboniserait nos objets dans l'espace. Sur Terre, tous les réseaux électriques seraient coupés. Cependant, la chaleur provoquée par un tel événement n'aurait pas de conséquences directes sur les températures. Une journée d'hiver connaîtrait tout au plus une douceur estivale et nous verrions des aurores colorées aux 4 coins du globe. Mais aussi beau soit-il, ce phénomène risque d'entraîner des niveaux de radiation qui, selon Schaeffer, nous seraient fatals. La couche d'ozone, cette fine protection qui nous préserve des radiations ultraviolettes du Soleil, serait anéantie. L'impact des radiations serait dévastateur. Les humains survivraient sans doute en appliquant de forts coefficients de protection solaire et en évitant de sortir la journée. Mais nos récoltes, le plancton marin dont se nourrissent les baleines et l'ensemble de la chaîne alimentaire seraient condamnés à disparaître. Un tel scénario a de quoi effrayer, mais Schaeffer est optimiste. Selon lui, nous ne craignons rien. En moyenne, les étoiles susceptibles de provoquer une super-éruption ne connaissent qu'un épisode de ce type par siècle et rien ne prouve que notre Soleil ait déjà engendré un tel phénomène par le passé. Cependant, personne ne sait réellement ce qui provoque de telles éjections de masse. Pour Schaeffer, les super-éruptions se produisent uniquement si l'étoile dispose d'une planète géante dans son voisinage proche. Sous l'effet de la rotation, les champs magnétiques de la planète et de l'étoile s'entrelacent, accroissant leurs intensités réciproques.
Imaginez que mon point soit une étoile et qu'une planète tourne autour. L'étoile dispose d'un champ magnétique que je vais représenter par cet élastique auquel la planète est reliée. Au cours de la rotation, les champs magnétiques se croisent, se tendent, jusqu'à ce que l'élastique finisse par rompre et restitue l'énergie qu'il a emmagasinée. Si Schaeffer dit vrai, nous ne connaîtrons jamais les effets d'une super-éruption. Mais nous n'échapperons pas au désastre que le Soleil nous réserve à la fin de sa vie. Actuellement, notre cadran solaire indique 10h36. À 11h30, la chaleur sera trop intense sur Terre pour que nous puissions la supporter. Notre Soleil se réchauffe. Depuis sa naissance, il y a 4,5 milliards d'années, sa luminosité s'est accrue de 30%. Et les scientifiques prédisent qu'elle ne fera qu'augmenter. Les océans vont s'évaporer et la surface du globe va fondre, mettant un terme à la vie telle que nous la connaissons. Mais comment cela se produira-t-il? Nous savons comment le Soleil est né, comment il nous a nourris et les dangers qu'il a engendrés au cours de son évolution. Mais ce n'est rien en comparaison de ce qu'il nous réserve avant l'heure de sa mort. Car le réchauffement de notre étoile va déchaîner l'enfer et menacer la survie de l'humanité sur Terre. La vallée de la mort en Californie, l'un des endroits les plus chauds du globe. Cette région nous donne un aperçu de ce que nous réserve le Soleil. L'astronome Don Brownlee nous fait part de sa vision de l'apocalypse. Il fait très chaud aujourd'hui dans la vallée, mais dans le futur, la planète entière connaîtra des températures bien plus élevées. En vieillissant, la luminosité du Soleil va s'accroître d'environ 10% tous les milliards d'années. Ces réserves d'hydrogène vont lentement s'épuiser, mais les réactions nucléaires en son cœur vont se poursuivre et s'intensifier. En consumant ces réserves de carburant, notre étoile réduit la pression au sein du noyau. Les forces gravitationnelles ne sont plus contenues. La gravité comprime alors le noyau, ce qui accélère le réchauffement de l'hydrogène. Le processus de combustion s'intensifie, ce qui augmente à nouveau la pression exercée par le noyau. L'équilibre des forces se rétablit. Mais le cycle se poursuit et le Soleil se réchauffe au fur et à mesure que les réserves d'hydrogène se consument. À terme, la température du Soleil sera si intense qu'elle fera fondre la surface de notre planète. C'est un fait. Sur notre cadran solaire, qui symbolise l'évolution de notre étoile depuis sa naissance à 6 h du matin jusqu'à sa mort à 18 h, il est aujourd'hui 10h36. Actuellement, la Terre est idéalement placée dans le système solaire. Il ne fait ni trop chaud ni trop froid. À mesure que le Soleil se réchauffe, la zone de danger va s'étendre et progressivement griller notre planète. Ce sera alors le commencement d'un processus irrémédiable, digne des pires scénarios catastrophes. Nous perdrons nos jungles, nos forêts et nos terres arables, et la planète se transformera en un vaste désert de dunes de sable. Plus vulnérables que les humains, les animaux seront les premières victimes de la chaleur croissante. Mais ce ne sera là qu'un début. La hausse des températures accélérera l'évaporation du gaz carbonique présent dans l'atmosphère, essentiel à la survie des plantes. Les plantes disparaîtront littéralement de la planète, ainsi que les espèces herbivores qui en dépendent. La chaleur rayonnante qui nous a donné la vie va s'intensifier au point d'anéantir la formidable diversité de la vie terrestre. Avec la disparition des plantes, la production d'oxygène chutera, rendant la planète de plus en plus irrespirable à l'espèce humaine. Qui plus est, les réserves de nourriture seront quasiment réduites à néant. À ce stade, il se pourrait pourtant que certains humains parviennent encore à subsister. L'homme s'adapte facilement. Il me paraît très probable que nous serons la dernière espèce animale de la planète à survivre. Les scientifiques ne s'accordent pas sur le moment exact de la disparition de la race humaine de la surface du globe. Mais d'ici 1 milliard d'années, lorsqu'il sera 11h30 sur notre cadran solaire, la température moyenne pourrait bien atteindre 71 degrés centigrades.
La journée, une telle chaleur nous serait fatale. Si nous sommes toujours en vie, il nous faudra vivre sous terre et ne sortir que la nuit. Nous aurons alors deux options. Nous pourrons construire des environnements artificiels, de plus en plus sophistiqués, ou nous diriger vers d'autres planètes. Je sais qu'il est communément admis que nous sommes destinés à migrer dans le système solaire. Si notre espèce doit survivre, il lui faudra trouver un nouvel environnement, notamment lorsque l'eau de notre planète commencera à s'évaporer. Sous l'effet du réchauffement du Soleil, l'évaporation de l'eau s'accélère et les océans finissent par disparaître. Un tel désastre sonnera le glas de la vie humaine sur Terre. Dans la vallée de la mort, le bassin de Badwater s'est asséché il y a 10 000 ans, ne laissant derrière lui qu'un marais salant. Un sinistre présage de ce qui nous attend. Ce paysage extraterrestre me donne l'impression d'être sur une autre planète, mais nous sommes sur Terre. Et voilà à quoi ressemblera notre planète. Vue de l'espace, la Terre sera méconnaissable. La planète bleue et blanche, recouverte d'eau et de végétation, ressemblera davantage à Mars. À ce stade, il faudra que nous ayons quitté la Terre depuis longtemps, car le Soleil va enfler et sa couleur virer au rouge. Il deviendra alors ce que les astronomes appellent une géante rouge, une vieille étoile en fin de vie. Vu de la Terre, il remplira le ciel diurne. L'atmosphère aura disparu et avec elle, l'azur bleuté. « 6,5 milliards d'années se sont écoulées. Notre cadran solaire est désormais proche du crépuscule. Le Soleil est à la fin de sa vie. Pourtant, il n'a jamais été aussi actif. Notre étoile brûle les dernières réserves d'hydrogène de son noyau. Elle consomme de l'hélium, ce qui dégage encore plus de chaleur. L'énergie qui émane du noyau surchauffé dilate les couches externes et la taille du Soleil continue de croître. Ce faisant, la surface se refroidit et la couleur rouge s'intensifie. Bien que sa température à la surface ne cesse de diminuer, le volume de notre étoile s'accroît, engloutissant progressivement le système solaire. La Terre subit de plus en plus la chaleur de l'astre agonisant. Lorsque le Soleil devient une géante rouge, la Terre entre dans une phase critique. C'est un spectacle impressionnant, parce que la taille et la luminosité du Soleil ne cessent de croître, mais la chaleur va embraser notre planète. À ce stade, la surface de la Terre a fondu. Mais le pire est encore à venir, car le Soleil est de plus en plus instable. Il est secoué de violentes pulsations thermiques, signe de son agonie imminente. Son diamètre se multiplie par 1000. À ce moment-là, le volume du Soleil atteint la dimension de l'orbite terrestre et il engloutit les planètes telluriques. Il vaporise tout ce qui se trouve sur son passage. Mercure se consume comme une météorite géante, puis vient le tour de Vénus. Mais qu'adviendra-t-il de la Terre ? La planète qui nous a accueillis pendant des millions d'années connaîtra-t-elle le même destin que ses voisines ? Tandis que des jets de chaleur déchirent le cœur de l'étoile, projetant des milliards de tonnes de matière dans l'espace, sa force de gravité diminue. Ce phénomène pourrait bien permettre à la Terre de s'éloigner du Soleil avant d'être incinérée. Mais les scientifiques n'ont aucune certitude, et même si la planète échappait à son tragique destin, elle serait méconnaissable et totalement détruite. Il est près de 18 heures sur notre cadran solaire et la vie d'étoile de notre Soleil s'est achevée. Mais il n'est pas assez corpulent pour exploser et devenir une supernova. Seules les étoiles 8 fois plus massives connaissent une telle fin. Il finira par se comprimer en naine blanche et prolongera son existence de quelques centaines de milliards d'années, n'émettant plus toutefois qu'une vague lueur. Loin de s'éteindre dans un formidable feu d'artifice, notre étoile mourra donc dans un geignement. Le puissant Soleil qui a alimenté notre planète par sa chaleur et son énergie durant des milliards d'années ne sera plus qu'une petite étoile aux dimensions de la Terre. Le Soleil nous a donné la vie.
Avec sa mort, toute forme de vie aura disparu de la surface de la Terre. Si les humains existent toujours, ils seront ailleurs, quelque part parmi les étoiles. Alors la prochaine fois que vous serez sur la plage à profiter du soleil, souvenez-vous, ça n'est pas pour l'éternité.